Bien, chers amis, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. J'allais dire très nombreux, vous n'êtes pas très nombreux, mais je ne doute aucunement que la qualité va pallier la quantité pour vous présenter un rapport qui a été établi donc, entre ma société, Ocan Partners, et l'Africa CEO Forum. Ce rapport sera publié a priori la semaine prochaine, donc dans quelques jours. Donc vous avez la primeur de ce rapport qui porte sur un sujet d'intérêt pour le continent africain aujourd'hui, qui est le thème de l'industrialisation, et qui a un rapport évidemment avec cette semaine de Paris Infra Week, puisqu'évidemment on va parler d'infrastructures qui permettent de contribuer à l'industrialisation de l'Afrique à travers ces zones économiques spéciales. Alors ce qu'on va vous présenter aujourd'hui n'est pas totalement théorique. Ce genre d'infrastructures sont des infrastructures sur lesquelles Ocan Partners, notre société, travaille depuis une dizaine d'années. Nous avons travaillé à la structuration, à la modélisation financière, à des levées de fonds en dette et en fonds propres pour plusieurs centaines de millions d'euros au cours des 10 dernières années. Et donc un certain nombre des ZES qui vous seront présentés aujourd'hui ont fait l'objet de travaux de la part de notre équipe. Donc c'est assez concret pour nous. Donc, je suis Amaury de Féligonde et je suis le cofondateur de Ocan Partners. Ce rapport est le troisième d'une série. Tous les ans, nous publions donc un rapport qui a trait aux infrastructures en Afrique. Il y a 2 ans, nous avons donc publié un rapport sur la logistique africaine, les infrastructures logistiques africaines au sens très large. L'année dernière, nous avons publié un rapport sur les ports en Afrique. Donc on avait déjà un petit peu resserré notre lorgnette sur un thème particulier, donc les ports secs, les corridors logistiques sur le continent africain. Et cette année, nous sommes donc intéressés à cette problématique des infrastructures de type zone économique spéciale qui permettent de promouvoir l'industrialisation de l'Afrique. Donc je vais essayer d'être relativement bref dans mon propos pour ne pas vous accabler de chiffres, de données. Je vais essayer d'aller à l'essentiel en une vingtaine de minutes. Et ensuite, ceux qui auront des questions seront bien entendu les bienvenus et j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. D'abord, quelques éléments de contexte, puisqu'évidemment, ces zones économiques ne sont pas des infrastructures qui sont spécifiques à l'Afrique, on va le voir. Ça a commencé en Chine, ça s'est ensuite répandu dans le monde. Ensuite, on verra que les ZES africaines peinent un peu à trouver la bonne formule, qui a des succès assez extraordinaires, mais qui a aussi beaucoup d'échecs. Et en partie 2, du coup, on essaiera de donner un certain nombre de recommandations de politiques publiques, des recommandations aussi pour les partenaires privés qui permettent de comprendre un petit peu comment faire réussir ces zones économiques spéciales. Alors, l'origine des ZES, en tout cas pour la période moderne, à partir des années 80, c'est évidemment la Chine. Et aujourd'hui, en fait, 60% des exportations de la Chine proviennent de zones économiques spéciales. Ça a commencé à Shenzhen, qui était un petit port de pêche, et qui aujourd'hui est une énorme zone économique spéciale. C'est un modèle qui s'est donc étendu depuis la Chine vers un certain nombre d'autres géographies. On vous a donné ici un certain nombre d'exemples, exemples qui aujourd'hui se retrouvent dans le monde entier. Chacun a entendu parler des célèbres maquiladoras, qui sont des zones économiques spéciales qui servent essentiellement le marché nord-américain, des États-Unis. Les gens qui s'intéressent un petit peu à l'Afrique du Nord ont entendu parler de Tangemed, qui est un énorme succès logistique, mais qui est aussi un énorme succès d'un point de vue de l'industrie, notamment avec une très grosse usine Renault qui s'est installée au Maroc avec pour but de faire de l'exportation. Et on va vous montrer des exemples aussi d'Afrique subsaharienne. Désolé, je suis un petit peu maladroit avec ma petite zapette. Alors, petit point sur l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, regorge de matières premières, comme chacun le sait, des matières premières qui sont minières, du manganèse, du fer, du cuivre, de l'or, des matières premières agricoles également. Chacun sait ici qu'à peu près 75% du cacao vient d'Afrique de l'Ouest et en particulier de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on sait moins, c'est quand on mange des cajous à l'apéritif,
On a beaucoup de chance que ces cajous viennent initialement d'Afrique, en particulier d'Afrique de l'Ouest. Mais le taux de transformation de ces matières premières aujourd'hui est très très faible, car l'industrialisation, en particulier en Afrique subsaharienne, n'a pas vraiment décollé. Pourquoi serait-il possible aujourd'hui de transformer ces matières premières africaines? Quels sont finalement les avantages comparatifs dont bénéficie le continent africain aujourd'hui? D'abord, comme chacun sait, il y a une forte compétitivité coût sur les salaires, du moins en théorie. Deuxième chose, le continent africain, pour une bonne partie de ces pays, alors parler du continent africain, évidemment, ça peut faire un petit peu rigoler, il y a 54 pays qui sont extrêmement différents, mais il se trouve que la majeure partie de ces pays africains a encore aujourd'hui une main-d'œuvre à relativement bas coût et est dotée d'accords commerciaux, notamment avec les États-Unis et avec l'Europe, qui sont extrêmement intéressants et qui permettent à beaucoup de pays africains d'exporter sans droit de douane vers des marchés qui sont extrêmement porteurs. Malheureusement, les zones économiques spéciales telles qu'on les connaît aujourd'hui en Afrique sont, pour beaucoup d'entre eux, encore un petit peu des coquilles vides. On a ici l'exemple du parc industriel de Kribi, qui, 6 ans après son lancement effectif, n'a pas encore vraiment décollé, comme on peut le voir sur cette image. On vous montre ici une image qui, à gauche, recense un petit peu les différentes zones économiques spéciales qui ont pu être lancées en Afrique. On voit un certain nombre de zones économiques qui ont fonctionné. Je citais tout à l'heure la zone économique spéciale de Tangemed, qui est un très grand succès, celle de Libreville, Hancock, qui est un très grand succès aussi. À Madagascar, on connaît des succès, notamment dans l'industrie textile. On a un début de succès un peu hybride aussi en Éthiopie, autour d'Addis Abeba, etc. Mais le reste des tentatives de lancement de zones économiques spéciales est pour le moins, leur bilan est un peu mitigé. Ce bilan est mitigé et en parallèle, même si les experts s'écharpent un peu sur les chiffres, on peut voir quand même entre les années 80 et les années 2019, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB du continent africain dans son ensemble a baissé, s'est tassé. Pourquoi cela? Pourquoi ces zones économiques spéciales ont du mal à se mettre en place? D'abord, pour des problèmes d'énergie. Comme chacune des personnes qui travaillent en Afrique ici le sait, avoir accès à une énergie de bonne qualité, qui n'est pas coupée, à des prix intéressants, est assez compliqué sur le continent africain. Deuxième chose, les délais administratifs, ce que dans notre bon français on appelle le doing business, le climat des affaires est assez complexe en Afrique. La logistique, on vous a montré une petite image ici, je crois qu'elle parle d'elle-même. Pour toute personne qui a essayé de sortir un peu des capitales africaines et de s'enfoncer un petit peu dans le continent, alors évidemment ici c'est une image qui est peut-être un peu outrée, mais que finalement la plupart d'entre nous ont pu connaître. Quand on s'enfonce vraiment en brousse, quand on s'enfonce en forêt, on a souvent quand même des moyens de locomotion qui deviennent un petit peu compliqués. On a montré ici une route, mais c'est vrai aussi pour le chemin de fer. C'est vrai pour un certain nombre de moyens de locomotion. La logistique, comme on peut le voir ici, de façon peut-être un peu plus scientifique, avec voilà, cette image de l'indice de performance logistique des pays africains. Ce qu'on voit, c'est que finalement, dans le premier quartile, on a un pays, qui est l'Afrique du Sud. Dans le deuxième quartile, on a un certain nombre de pays, 9 pays sont dans le deuxième quartile, mais le reste est plutôt en bas de la pyramide, ce qui indique que ces moyens logistiques de transport sur le continent africain, globalement, laissent encore à désirer. Ce qui, évidemment, est une problématique majeure pour l'industrie. Il ne s'agit pas juste de manufacturer des biens, il s'agit ensuite soit de les écouler sur des marchés locaux, sur des marchés sous-régionaux, ou de les écouler sur des marchés internationaux. Quand on n'a pas une bonne logistique, c'est compliqué, ça renchérit les coûts des produits, et du coup, ça va un peu à l'encontre de cette volonté d'industrialiser ces pays du continent. Pour autant, et là on va regarder un peu le verre à moitié plein, certaines ZES ont rencontré un franc succès. Je citais tout à l'heure donc au Maroc
au nord de l'Afrique, la zone de Tanger-Med. Très grand succès, immense succès. Aujourd'hui, le premier poste d'export du Royaume du Maroc, c'est l'exportation de voitures, avant le phosphate, etc. Donc c'est assez nouveau, ça a moins de 10 ans. C'est un très grand succès. On pense évidemment tous à l'île Maurice, où il y a eu un certain nombre de zones économiques spéciales qui ont été mises en place, notamment à partir des années 90 dans le textile. On pense à Jorf Lasfar, autre exemple marocain qui lui est vraiment axé sur la transformation du minerai de phosphate. On pense à la zone économique spéciale de Nkok, qui en 10 ans a créé à peu près 35 000 emplois, ce qui dans un pays comme le Gabon est assez exceptionnel, en se focalisant en particulier sur une filière d'excellence du Gabon, qui est sa forêt, la transformation des produits de la forêt. Autre exemple, alors un peu différent, puisque quand on parle de Nkok, on parle d'un partenariat public-privé avec le privé qui joue vraiment un rôle très important. Vous voyez la zone économique spéciale éthiopienne de Hawassa, qui, elle, est plus sur le modèle chinois. Ce sont des Chinois qui ont investi avec le gouvernement éthiopien pour mettre en place des zones économiques pour profiter en fait d'une main-d'œuvre de bonne qualité, bien formée et à des coûts relativement intéressants, malgré les problèmes d'enclavement que peut connaître l'Éthiopie, qui, comme chacun sait, est assez loin des marchés internationaux. Voilà, on pourrait multiplier un peu les exemples. Il y a aujourd'hui des exemples en Afrique de zones économiques spéciales qui fonctionnent. Vous voyez ici la zone de Tanger-Med. Donc on a l'usine Renault, on a tout un tissu de fournisseurs de premier, de second, de troisième rang qui se sont installés autour de l'usine Renault. On a tout un tas de fournisseurs dans la logistique, dans l'aéronautique, dans la mécatronique qui ont pu s'installer sur ces zones. Il y a 15 ans, ici, c'était uniquement des champs. Aujourd'hui, on voit effectivement des usines qui sont extrêmement modernes, qui sont extrêmement compétitives et qui permettent au Royaume du Maroc d'avoir aussi un relais de croissance au-delà de l'agriculture, qui aujourd'hui, finalement, si on regarde un peu les statistiques macroéconomiques marocaines, la pluviométrie, en fait, dirige assez largement le taux de croissance du Maroc. On a ici des relais de croissance très intéressants pour le Maroc, qui a su mettre en place une politique d'investissement public extrêmement puissante et avec beaucoup de succès. Autre exemple, qui là n'est pas public comme au Maroc, mais qui est un partenariat public-privé, mais dans lequel le groupe singapourien Olam, donc qui est un gros trader de matières premières agricoles, a investi il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années sur 1000 hectares, donc ça a été fait par phase, et a mis en place donc, cette zone économique spéciale de Nkok, qui est un petit peu en dehors de Libreville. Aujourd'hui, 120 entreprises sont actives, essentiellement dans la transformation du bois, qui est un produit phare du Gabon, comme chacun sait, et qui a permis de créer 35 000 emplois, qui, dans un pays aussi petit que le Gabon, où il y a quelques millions d'habitants, a évidemment un rôle d'entraînement assez fantastique, et qui a permis au Gabon, qui traditionnellement en fait, attirait des investissements étrangers, essentiellement offshore, puisque c'était dans le pétrole, a permis d'attirer une centaine d'investisseurs étrangers qui, là, ont bien investi onshore, à côté de Libreville, dans des usines, en créant de l'emploi, donc en créant des effets d'entraînement assez majeurs sur l'économie locale. Alors, comment faire pour construire des zones économiques spéciales qui ne soient pas dans le slide en bas à gauche que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire dans le jaune, les zones économiques spéciales qui n'ont pas vraiment fonctionné, mais plutôt comme ces zones économiques spéciales que je vous ai brièvement montrées, celle de Nkok, celle de Tanger-Med. Alors, c'est évidemment pas une recette magique. Comme souvent en Afrique, vous le savez bien, la problématique, c'est réellement dans l'opérationnalisation et moins dans la théorie. Mais en tout cas, ça donne 6 pistes, 6 recommandations qu'on a essayé de donner de façon aussi pragmatique que possible dans notre rapport, avec des études de cas, en interrogeant un certain nombre d'experts qui sont cités dans notre rapport et qui permettent un petit peu de donner de la chair, de donner des exemples précis autour de chacune de ces pistes que je vais vous dévoiler maintenant presque en avant-première. Première chose, première recommandation, choisir un emplacement adapté, s'appuyer sur les talents locaux, sur les infrastructures et sur les ressources nationales. Première chose, les ressources nationales, ou plutôt les talents adaptés.
c'est notamment l'exemple éthiopien. L'Éthiopie est donc sur un haut plateau, est un pays qui est extrêmement peuplé et sur lequel, évidemment, il y a des taux de chômage qui sont extrêmement importants. Et donc, on a là un bassin de main-d'œuvre extrêmement important qui peut constituer donc une main-d'œuvre industrielle après formation dans des parcs textiles, dans des parcs de création de biens agroalimentaires, etc., etc. Donc là, on a un vrai bassin de main-d'œuvre. Au Gabon, c'est un petit peu différent. On a un bassin de main-d'œuvre qui n'est pas très important, mais on a une ressource naturelle qui, pendant des décennies, a été exportée sans être transformée. Je parle du bois, qui était exporté sous forme de grumes, donc sous forme de troncs. Il y a une dizaine d'années, après avoir pendant 10 ans annoncé qu'ils allaient le faire, les autorités gabonaises ont décidé d'interdire l'export de grumes brutes. Les forestiers se sont donc retrouvés devant une problématique. Ils ne pouvaient plus exporter leurs grumes. Et à côté de ça, ils avaient d'énormes difficultés pour transformer ces grumes, puisqu'ils n'avaient pas d'électricité. Il faut de l'électricité pour faire du déroulé, pour faire du contreplaqué, pour faire des planches. Ils n'avaient pas de terrain industriel sur lesquels ils pouvaient bâtir leur unité de transformation. Ils n'avaient pas de main-d'œuvre qualifiée, d'ouvriers, d'ouvrières, pour utiliser ces machines. Donc voilà, le Gabon a interdit l'export de grumes et une zone économique spéciale proposée par le groupe Olam s'est installée et a permis de mettre en place, comme on le verra tout à l'heure, de l'électricité, du foncier aménagé, de la logistique, de la formation, du financement, etc., etc. Donc la main-d'œuvre, les matières premières et une accessibilité aux infrastructures logistiques et énergétiques. Comme je disais tout à l'heure, produire quelque chose, c'est une bonne chose, mais le prix de la logistique, souvent, est finalement supérieur au prix du bien qui est produit. Vous allez exporter une paire de baskets qui va être produite à 5 $. La logistique, ça va peut-être être 15 $ pour l'exporter en Europe. Donc la logistique, c'est une partie extrêmement importante. Et évidemment, l'énergie, ça, chacun le sait. Deuxième chose, inscrire la zone dans une stratégie nationale. Donc, on a par exemple, à gauche de cette diapositive, la zone économique spéciale de Jorf Lasfar. Jorf Lasfar a une focalisation unique sur la transformation du minerai de phosphate. Traditionnellement, l'Office chérifien des phosphates exportait le minerai brut ou le transformait dans un certain nombre d'usines, dans un certain nombre de pôles du Maroc. Elle a décidé, il y a une quinzaine d'années maintenant, de créer cette zone économique spéciale pour attirer des investisseurs internationaux, notamment asiatiques, qui ont eu accès quasiment à des usines clés en main, leur permettant de transformer ce minerai en acide phosphorique et en engrais. Grand succès. Grand succès également parce que ça s'est inscrit dans cette stratégie nationale avec l'opérateur minier, avec l'opérateur de logistique qui est l'ONCF, la SNCF marocaine, et avec la présence d'un port à proximité qui est géré par l'Office des ports du Maroc. Donc une vraie stratégie nationale qui a permis de faciliter la création et le succès de Jorf Lasfar. Nkoch, je viens d'en parler, l'État a arrêté les exportations de grumes et a décidé de donner à cette zone économique spéciale un cadre fiscal, légal, en termes de délivrance des visas pour les expatriés, qui a permis à la ZES de se développer. Troisième chose, ça paraît un petit peu de l'enfonçage de porte ouverte, mais en fait c'est extrêmement important, il faut être customer-centric. Beaucoup de ZES finalement ont été créés à l'issue d'une volonté publique de l'État de créer une sorte de grosse infrastructure au milieu finalement d'un océan où le climat des affaires était assez adverse, et ils se sont dit on va créer cette enclave au sein de notre pays. Les gens vont venir s'installer, on ne va pas leur faire payer d'impôts, on va faciliter quelques petites choses, surtout il n'y aura pas d'impôts, et ça va marcher tout seul. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens n'ont pas le bon accès aux intrants, on en a parlé. On ne facilite pas en fait, la livraison des intrants au bon endroit, le phosphate, le coton pour faire du textile, les grumes. Donc il y a tout cet aspect d'intrants, d'aval, qui n'a pas été traité sur ces zones économiques spéciales. Deuxième chose, la logistique,
La partie énergétique, on vient d'en parler. Il faut avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Or, dans beaucoup de ces zones économiques spéciales aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des délestages. On n'a pas d'énergie. Ou alors on a une énergie qui est extrêmement chère. Ou alors on a une énergie qui n'est pas branchée jusqu'au dernier mètre. Donc on a des problématiques de ce style. Deuxième chose, on a ces problèmes de logistique à l'aval, enfin en amont, pardon, et en aval, à l'export. On en a déjà parlé. Troisième chose, on a décidé de mettre en place un cadre légal, un cadre fiscal, un guichet unique. À l'entrée de votre ZES, vous avez un beau bâtiment dans lequel il y a la douane, il y a le fisc, il y a toutes ces administrations. Et on dit, parce qu'il y a ce guichet unique, ça va être simple. Et en fait, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. On ne facilite pas la vie de ces entreprises qui se sont installées. Donc ça, c'est quelque chose d'assez clé également, de faciliter la vie de ces entreprises, qu'elles soient locales ou qu'elles soient internationales, avec un guichet unique réellement fonctionnel. Et ensuite, on a évidemment tout ce qui est aval, donc le marketing, la facilitation des exportations, le fait que, par exemple, des zones économiques spéciales puissent avoir des stands dans des foires internationales, la foire internationale du textile, la foire internationale de l'aéronautique ou de l'automobile, la foire internationale de je ne sais où, des produits, des meubles, du bois, etc. Ces zones économiques spéciales doivent, pour le compte de leurs clients, qui sont le roi, faciliter ces exports à l'international notamment. Quatrième chose, et ça c'est pas spécifique à l'Afrique, même si on a un terme qui sont les éléphants blancs, c'est justement éviter ces éléphants blancs. Beaucoup de ces zones économiques spéciales ont été construites comme des énormes infrastructures, comme des espèces d'énormes blocs de béton, avec une belle entrée superbe, des belles routes, et avec à l'intérieur finalement assez peu d'entreprises. L'idée, c'est plutôt d'adopter une approche par phase. On a ici un de nos clients à Madagascar qui a créé une très belle zone économique spéciale il y a plus d'une vingtaine d'années et qui a vraiment procédé de façon incrémentale. C'était un projet purement privé qui évidemment a eu un certain nombre d'aménagements fiscaux et d'aides de l'État, mais c'était un projet globalement purement privé. Et donc, ils ont vraiment eu cette approche très incrémentale par phase. Ils n'ont pas fait ce gros éléphant blanc. Deuxième possibilité, c'est inscrire ces investissements dans un cadre régional, enfin dans un cadre en fait national et régional. Souvent, il se trouve que ces zones économiques spéciales sont des espèces d'enclaves, sont des espèces d'oasis qui sont complètement coupées de leur pays d'accueil. C'est assez dangereux en fait. D'abord parce qu'à la longue, les gens commencent à se demander qu'est-ce que c'est que cette espèce d'enclave un peu coloniale dans ce pays. Donc c'est dangereux. Et deuxième chose, en fait, les impacts positifs sociaux, en termes fiscaux, etc., pour le pays d'accueil, ne sont pas nécessairement évidents quand ce n'est pas intégré vraiment dans le pays, voire dans le cadre régional. Et ça peut également être assez problématique. L'exemple inverse, c'est la Chine. En Chine, pour le meilleur et pour le pire, ces zones économiques spéciales, finalement, ont joué le rôle un peu de laboratoire. Ils ont appris, finalement, à s'adapter aux consommateurs capitalistes. Ils ont appris à fabriquer des choses, d'ailleurs essentiellement pour des entreprises taïwanaises qui ont investi en Chine, pour des entreprises japonaises, pour des entreprises internationales. Ils ont appris à créer des produits qui puissent plaire finalement à une clientèle capitaliste. Et de ces zones économiques spéciales, encore une fois, pour le meilleur et pour le pire, est né cette espèce de formidable mouvement d'industrialisation dont on connaît aujourd'hui l'impact sur notre vieux pays et sur notre continent. Il y a eu vraiment une sorte d'effet d'entraînement de toute cette économie chinoise dans un pays qui n'est pas petit. Troisième point, encore une fois, ça peut paraître un peu de l'enfonçage de porte ouverte, mais pour nous qui travaillons depuis 10 ans dans les zones économiques spéciales, éviter les investissements vitrines, éviter en fait de gaspiller un peu l'argent et faire finalement des zones économiques spéciales qui soient un peu des Toyota, donc des choses un peu rustiques, un peu solides, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien, plutôt que faire des ZES qui soient des espèces de Rolls-Royce et qui finalement n'ont pas vraiment lieu d'exister en Afrique. Privilégier le bien commun et établir des partenariats publics-privés équilibrés. Le risque, pour beaucoup de ces zones économiques spéciales, c'est de demander des incitatifs fiscaux qui ne permettent pas finalement à l'État de s'y retrouver. Nous, en tant que consultants qui travaillons assez régulièrement pour les autorités publiques d'un certain nombre de pays africains,
quand on fait des recommandations de politique publique, la première recommandation qui nous vient de l'intégralité des gens qui travaillent avec nous, c'est on voudrait qu'il n'y ait pas d'impôt. Moi qui n'aime pas énormément l'impôt, en général, je leur dis si, il faut qu'il y ait un impôt. Il faut qu'il y ait au moins un impôt minimal. On a eu cette problématique assez récemment avec un certain nombre de consultants qui sont autour de cette table. Moi, il me paraît important que des sociétés locales ou internationales aient à payer un impôt dans le pays dans lequel elles s'installent. Alors, soit c'est un impôt minimum, parce qu'il faut quand même les attirer. En général, les gens n'ont pas forcément très envie de venir s'installer au Togo, en Éthiopie, au Gabon ou en Ouganda, parce qu'il n'y a pas de tradition industrielle, parce que c'est compliqué d'avoir accès à un vrai écosystème industriel, etc., parce que la main-d'œuvre n'est pas nécessairement formée. Donc, il faut quand même attirer les gens. Donc, il faut avoir le plus souvent des impôts minimums. Deuxième chose, on peut considérer qu'au début, on n'a pas d'impôt ou un impôt minimum, mais au bout de 15 ou 20 ans, mettre en place un impôt qui soit un impôt minimum de l'ordre de 20, 25, 30%. Ça me paraît assez important et pour moi, ça fait partie de ce partenariat public-privé équilibré. Il faut aussi mobiliser du capital patient. Si on veut, comme un fonds d'investissement de private equity classique, investir dans une zone économique spéciale, ça va être très compliqué parce que ça met du temps à être construit, ça met du temps à être développé et finalement le retour sur investissement est assez long. Donc il faut du capital patient et idéalement, dans le cadre de ces partenariats publics-privés, il est intéressant de faire rentrer les États ou leurs démembrements dans le capital de ces zones économiques spéciales de façon, je dirais, à rendre en fonds propres ce qu'elles nous ont donné en termes de facilité fiscale, légale, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Sixième recommandation, et j'en finis ici. Je vais vous dire là quelque chose qui peut paraître un peu contre-intuitif, et quand je l'ai dit à un certain nombre de personnes, ils pensaient que j'étais une sorte de joyeux rêveur ou un peu de bisounours. Et moi-même, je dois dire, quand un de nos clients a beaucoup insisté sur cette partie-là, et pas juste pour faire de l'espèce de greenwashing, mais de façon très sérieuse, c'est faire des zones économiques spéciales vertes, durables, sociales. C'est un impératif, donc c'est non seulement un impératif éthique, mais c'est aussi en fait un vrai avantage comparatif. Je vais prendre un exemple pour être très clair. Nous avons donc un acteur que nous connaissons bien, qui a investi au Togo et qui va faire de la transformation du coton. Aujourd'hui, comme beaucoup de pays, en tout cas du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, etc., exportent leur coton de façon brute. Et cette belle industrie textile qui existait encore jusque dans les années 80 et 90 est morte, victime d'un certain nombre de problématiques africaines, problématiques d'accès à l'énergie, etc., mais aussi victime, évidemment, de ces zones économiques spéciales chinoises qu'on a montrées en exemple. Aujourd'hui, donc, la zone économique spéciale de Pia, au Togo, a pour projet, ça a été annoncé officiellement et cette zone a été lancée, de transformer le coton fibre, dans du textile. Alors se dire aujourd'hui faire du textile pour de l'exportation sur le marché local, ok, pourquoi pas. Sur le marché sous-régional, ok, pourquoi pas. Mais exporter aux États-Unis et en Europe, comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça parce que sur cette zone économique spéciale, il y a de l'énergie à bon marché. On va faire ça parce qu'on va en fait se plugger, je ne sais pas comment on dit en français, se brancher, pardon, sur ces filières textiles qui sont très compétitives dans l'amont agricole. On va avoir un cadre incitatif d'un point de vue fiscal, mais surtout, on va produire du textile qui souvent est bio, puisque le coton africain, dans sa très grande majorité, est bio. Donc c'est un vrai avantage comparatif. On va le faire en respectant des critères sociaux dans les usines qui vont nous donner un vrai avantage comparatif par rapport à certains ateliers du Bangladesh, etc., où on a des problématiques sociales énormes qu'on n'aura pas ici. On aura aussi le souci de mettre en place des zones économiques spéciales qui soient à taux de rejet CO2 zéro, ce qui n'existe quasiment pas en Afrique. Il y a une première qui a été faite à la zone économique de Nkok, que je vous ai présentée tout à l'heure, et il y aura une seconde avec Pia. Et aujourd'hui, ça, pour exporter sur les marchés d'Europe
sur les marchés des États-Unis par rapport à une compétition internationale, c'est un vrai avantage comparatif. Ce n'est pas juste pour se donner bonne conscience, ce n'est pas juste pour faire du greenwashing, c'est un vrai avantage comparatif en fait. Et c'est un peu contre-intuitif, mais en tout cas c'est la réalité de ce que nous, on peut vivre avec certains de nos clients en Afrique aujourd'hui. Et c'est assez réjouissant, me semble-t-il. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, que j'étais à peu près clair. Donc ce rapport sortira d'ici une semaine ou 10 jours, ça dépend de nos amis de l'Africa CEO Forum et de Jeune Afrique, avec lesquels on a écrit ce rapport et publié ce rapport. Je vous remercie beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir écouté, et je suis ouvert à toutes vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur. J'en ai plusieurs, je vais essayer de les résumer en une question. Donc déjà, merci pour votre présentation, c'était vraiment très bien. Et puis les recommandations pour les zones économiques et les problématiques en fait qu'elles peuvent avoir pour qu'elles soient fonctionnelles ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui en Afrique, il y en a pas mal qui se développent. Il y a le Rwanda qui essaie d'en mettre en place pas mal autour de Kigali aussi. Et donc ma question était, lorsqu'on décide de mettre en place en fait une zone économique, par où est-ce qu'on commence? Vous avez dit il faut qu'elle soit proche des intrants, qu'il y ait un système de logistique pour pouvoir transporter jusqu'au port, etc., aux clients. Le problème d'énergie est fondamental pour des industries en Afrique. Est-ce que lorsqu'on fait une zone économique, est-ce qu'il faut prévoir de mettre une usine en place, enfin une usine de production d'énergie à côté pour être sûr qu'il n'y a pas de souci? Je ne sais pas si on est en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faut faire je sais pas moi, de la CCGT parce qu'on a du gaz et être sûr que même si dans plein de zones rurales les gens n'ont pas d'électricité, mais au moins il faut que dans l'usine, que dans la zone économique ça tourne. Donc voilà, pareil pour la logistique, est-ce qu'il faut d'abord construire des routes près de la zone logistique avant d'avoir les premières entreprises qui vont s'installer? Enfin, c'est vraiment comment est-ce qu'on résout en amont les différents problèmes en fait que vous avez présentés. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est une question très compliquée. Finalement, réussir une zone économique spéciale, comme on l'a vu, c'est assez compliqué parce qu'il faut beaucoup d'ingrédients. C'est un peu comme un gâteau. S'il y a un ingrédient qui manque, ça ne fonctionne pas. Si on ne met pas les œufs, si on ne met pas la farine, si on oublie une chose, finalement, le gâteau ne va pas lever. Il aura un mauvais aspect, les gens ne voudront pas le manger, et donc ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ce qu'on a essayé de montrer un peu ici avec cette espèce d'écosystème performant, c'est qu'effectivement, il faut travailler sur la partie amont, sur les intrants, sur le bois, sur le coton, sur ce genre de choses. Il faut travailler sur la partie aval, sur une bonne logistique d'exportation, donc par la route. Vos containers vont passer par la route, ils vont sortir de votre zone économique spéciale, ils vont arriver au port. Il faut que le port soit lui-même performant. Il faut que vous ayez des lignes aussi qui vont toucher à ce port. Et à l'intérieur de cette zone économique spéciale, vous devez avoir de la main-d'œuvre formée. On sait qu'aujourd'hui, elle est très rare sur les métiers techniques en Afrique, donc il va falloir souvent mettre en place des instituts de formation. Il faut avoir de l'énergie, vous avez cité ça. Donc parfois, en fait, on va mettre des panneaux solaires sur les toits des unités de production, et on va mettre en place une unité de production avec du gaz, avec du HFO, avec que sais-je. Et dans certains pays comme le Maroc, on va directement se brancher sur un réseau qui, lui, fonctionne. Donc, c'est avoir en fait tous ces ingrédients en même temps qui est compliqué. Et pourquoi la majeure partie de ces zones économiques spéciales ne fonctionnent pas finalement, c'est parce qu'il manque 1, 2 ou 3 ingrédients de ces 10 ingrédients. Et du coup, on a une belle zone qui est fermée, on a des belles routes, on a du terrain qui est préparé, qui est viabilisé, on n'a pas d'impôts, ou quasiment pas d'impôts, mais personne ne vient. Il n'y a pas d'usine. Où il y a 2-3 usines, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, la complexité de la chose, c'est d'avoir tout ça. Et c'est aussi, dernière chose, d'aller vendre cette zone. Parce qu'en général, ce ne sont pas uniquement les industriels locaux, nationaux du pays, qui vont investir dans cette zone, mais c'est les investisseurs qui vont se trouver à l'autre bout du monde. Comment est-ce que les investisseurs de l'autre bout du monde, en Inde, en Chine, en France, aux États-Unis, vont savoir qu'au Gabon, à Hancock, il y a une nouvelle zone économique spéciale qui vient de s'installer? Il faut quand même faire du marketing.
Donc c'est tous ces ingrédients qu'il faut avoir un petit peu en même temps. C'est à la mode. Et ça, c'est très compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. En fait, c'était en même temps. Voilà, c'est tout en même temps. C'est un tour de magie. Il faut que Oui, monsieur. Oui, merci. Merci pour la présentation déjà, parce que je pense qu'effectivement, c'est... bon, on n'a pas tous les détails, bien sûr, mais on voit très bien quels sont les éléments derrière. Si vous permettez, je vais faire quelques commentaires puis poser des questions. La première, c'est qu'on a parlé de prérequis. Effectivement, ce sont essentiellement des prérequis d'ordre, je dirais, technique, technologique, logistique. Mais il me semble qu'il y a un prérequis qui est important, c'est la volonté politique. Une zone industrielle, enfin C2S ou autre, nécessite une stabilité de politique publique sur une longue période. Et ça suppose que les gouvernements qui se succèdent sur cette longue période, on a parlé de 10 ans, 15 ans, 20 ans, adoptent la même politique et ne rejettent pas, si je puis dire, les premiers pas, et ça se fait dans la durée, ça ne se fait pas sur le court terme. Et ce prérequis de stabilité de politique publique, me semble-t-il, est quelque chose d'assez important. Souvent, on annonce ça dans un programme de développement lorsqu'un nouveau gouvernement, de nouvelles autorités arrivent, mais on ne le met pas en œuvre, en fait, dans la pratique. Donc, il y a un décalage entre le discours et les réalités. Et ce problématique d'alternance et de dire à chaque très souvent dans nos pays en disant bon, je fais, c'est bien ce qu'il a fait, mais je veux faire autre chose parce que c'est moi qui suis maintenant au pouvoir. Ça, c'est une vraie question, je veux dire, qui ne nous permet pas de développer ce genre de démarche à long terme, d'investissement à long terme, et qui est nécessaire dans l'industrialisation, parce que sans le long terme, il n'y a pas d'industrialisation. Je rappelle qu'on est quand même en Afrique dans la 3e décennie de l'industrialisation, c'est-à-dire on a déjà presque plus de 30-40 ans, et que régulièrement, le taux de transformation diminue. Donc, il y a un vrai échec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand même, que... Alors, je viens de Madagascar, hein, je connais la problématique et c'est pour ça que j'en parle. Le deuxième point qui est important, je pense, de mettre en valeur, c'est tout ce qui est externalité positive d'une Z2S. C'est vrai qu'il y a les aspects, je dirais, macroéconomiques et autres, mais il y a essentiellement, ce qu'on a pu voir, le fait que ça forme de la main-d'œuvre. C'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune expérience de travailler en entreprise, d'avoir un encadrement, la discipline d'arriver à l'heure, de travailler suivant des règles, etc. Donc ça crée vraiment des externalités de manière à ce que ces personnes-là, même lorsqu'ils sortent du système de zone économique spéciale ou zone industrielle, deviennent vraiment des vrais ouvriers formés et qui savent comment travailler lorsqu'on est dans... Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de nos pays, malheureusement. Et l'autre externalité aussi, c'est que ça relève vraiment leur niveau de comportement et d'assainissement. Je veux dire, la propreté, c'est des choses très simples. Hein. La propreté, la santé, etc., ça se gère au niveau de ce domaine-là. Et petit à petit, ça devient vraiment une façon de vivre. Alors, ça, c'est 2 commentaires que je voulais faire. Peut-être un troisième. Effectivement, une zone économique spéciale ne marcherait que lorsqu'elle est focalisée sur un produit spécifique, enfin, une filière, une sous-branche, etc. Madagascar, c'est le textile, donc vous le connaissez, ça très bien. Vous avez parlé de 15 000, mais en fait, en réalité, tout ce qui est exportation textile, quasiment à Madagascar, c'est 60 000 personnes. C'est-à-dire, c'est le premier vraiment poste d'emploi. Bon, problème Covid, etc., mais en tout cas, c'est dans ce domaine-là. Et donc, la question qui est là, et je voulais savoir, c'est que, effectivement, le problème, c'est qu'il y a un problème aussi de gouvernance. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des zones économiques spéciales, on oriente pour l'exportation. Et donc, il y a un problème de gouvernance dans l'étanchéité de ces zones économiques spéciales entre le marché national et le marché international. Et on revient justement à ce problématique-là. Et donc, comment cet aspect-là est géré? Parce que ça revient régulièrement en disant, finalement, beaucoup de productions qui devaient être exportées se retrouvent sur le marché national. Le textile, c'est très facile. Hein. Donc, avec très peu de défauts, on va dire, allez, c'est déclassé, on va mettre ça sur le marché national. Et donc, il y a cet aspect-là. Et l'aspect institutionnel. Comment se gère l'aspect institutionnel de gestion de ces zones économiques spéciales? Merci.
Très bien, merci beaucoup monsieur. Déjà, vous avez fait trois très bonnes remarques sur la stabilité des politiques publiques. En fait, j'ai surtout parlé dans cette 5e recommandation de ce que le privé est censé donner pour avoir un partenariat public-privé équilibré. Effectivement, il y a aussi une partie publique, vous le soulevez très justement, et il faut avoir une stabilité de ces facteurs de production que sont le taux d'imposition, par exemple, dans le temps. Et on a des exemples très précis d'investisseurs, par exemple, dans un pays d'Afrique de l'Ouest, qui ont investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans des usines de transformation d'agro-business et qui, en fait, ont eu sur 10 ans un taux d'imposition qui a varié de 5% à 35%, à 15%, à 40%, et qui, du coup, en fait, se retrouvent une année sur deux à avoir une production qui ne rapporte pas d'argent. Donc ça, c'est un vrai problème que vous soulevez, vous avez absolument raison. Alors, maintenant, sur les exports, moi, je trouve très intéressant, en fait, quand la plupart des gens parlent d'Afrique, ils parlent toujours d'export. D'ailleurs, quand on parle de ces zones économiques spéciales, on parle souvent d'export. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des marchés africains, des marchés locaux, qui sont extrêmement intéressants pour ces produits manufacturés qui sont faits en Afrique. Aujourd'hui, il y a un vrai marché pour des produits agroalimentaires sur les marchés locaux, intérieurs, sous-régionaux, africains. Il y a un marché demain pour le textile. Il va y avoir un marché pour du montage de motos électriques, par exemple. On travaille sur un projet de ce style. Il y a en fait un vrai marché local et régional sur lesquels il y a beaucoup moins de compétition en général, donc sur lesquels les prix sont finalement assez confortables. Et donc, c'est vrai que quand on parle de ces zones économiques spéciales, on parle export, mais en réalité, il y a un vrai marché local, national, et il y a des vrais marchés régionaux, notamment dans ces gros blocs de coopération économique régionale qui existent depuis des décennies, et demain dans cette zone de libre-échange continentale, si elle voit réellement le jour. Et donc, je détourne un peu le sens de votre question, mais en disant, en fait, il ne faut pas penser qu'à l'export. Il faut aussi penser à ce marché local, qui est finalement souvent extrêmement intéressant. Nous-mêmes, nous avons investi dans certaines entreprises africaines qui ont finalement des marchés à l'export, qui, exportant depuis des années, se rendent compte qu'à leur porte, depuis le Mali au Sénégal, depuis le Mali en Côte d'Ivoire, ils ont des clients qui sont prêts à payer plus cher le produit avec tous les ennuis logistiques retirés, puisque exporter du Mali au Sénégal ou du Mali à la Côte d'Ivoire, c'est plus facile que d'exporter au Canada via le Sénégal ou via la Côte d'Ivoire. Donc finalement, tout cet aspect de marchés locaux est vraiment extrêmement important, et je pense qu'on a un peu ce biais dans l'élite africaine souvent, ou dans les gens comme moi qui viennent de l'extérieur et qui travaillent en Afrique, de penser toujours à l'export. En fait, l'Afrique, ce n'est pas uniquement un terrain d'export, c'est un très gros terrain d'import aussi, sur beaucoup de produits. Voilà, donc je n'ai pas répondu directement à votre question, mais elle suscite chez moi ce commentaire, parce que c'est un point très important, les marchés locaux. Il y avait ce monsieur, et ensuite vous, monsieur. Alors, bonjour Toussaint Bassansi-Messi, TNT Corporation. Alors, parmi les facteurs clés de succès que vous avez évoqués, vous avez parlé notamment d'identifier un produit phare, ou du moins un domaine sur lequel le pays pouvait se spécialiser dans le cadre de la ZES. Vous avez aussi parlé justement de la façon de séquencer par phase le développement de la ZES. Est-ce que justement, pour rebondir à ce que disait le monsieur concernant le côté export, est-ce que lorsqu'on crée une ZES, au vu des investissements que cela va nécessiter en termes de logistique, d'aménagement logistique, d'aménagement du foncier, de l'investissement en termes de construction de centrales électriques, tous ces éléments qui sont très coûteux finalement, en dehors même de la zone en elle-même, est-ce qu'il n'est pas préférable justement de démarrer par des phases sur des produits justement où on va aller chercher de la devise, des devises qui vont permettre finalement de pouvoir réinjecter, de pouvoir réinvestir dans la ZES, dans des entreprises ou dans des secteurs d'activité justement qui vont, elles, répondre à une demande locale, typiquement de l'agro-industrie ou du textile pour le marché local. Parce que moi, je travaille particulièrement avec la République démocratique du Congo sur des ZES. Je suis arrivé en cours d'élaboration, et c'est vrai qu'il y a certains pain points, goulot d'étranglement que vous avez identifié clairement, que nous-mêmes on a aussi identifié. On s'est dit, mais attendez, mais
vous avez pour ambition de mettre en place 9 ZES. Déjà 9, pourquoi 9 ? Il faut déjà commencer par une. Et vous n'avez pas encore identifié effectivement de circuits ou de produits phares, ou du moins d'industries qui va être attirée par cette ZES et qui va effectivement créer de la valeur dans cette zone. Ne serait-il pas préférable de démarrer avec effectivement une stratégie, une ZES, avec effectivement un produit phare qui va aller vers de l'export et qui va permettre de générer des devises, parce que finalement, c'est ça dont ont besoin les pays africains, c'est les pays africains aussi, c'est de faire rentrer des devises étrangères, du dollar, de l'euro, pour pouvoir derrière réinvestir et pouvoir produire des services et des produits qui vont revendre au marché local en monnaie locale. Parce que quand on a construit une centrale hydroélectrique en faisant appel à des fournisseurs internationaux, parce que, encore une fois, la centrale électrique, elle ne va pas être produite avec des équipements locaux, on va les importer. Elle a coûté 50, 100 millions de dollars, par exemple, quand on parle d'une centrale photovoltaïque en off-grid. Derrière, si c'est pour revendre, entre guillemets, des meubles en local, en franc congolais pour le marché local, c'est très compliqué d'amortir, on va dire, l'investissement. Écoutez, vous avez raison, mais ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Donc globalement, je suis assez d'accord avec vous. Et alors, il n'y a pas un modèle de ZES, vous l'avez bien compris, il y a des ZES qui peuvent être très différentes. Celles qui sont lancées par le public, c'est la Chine, c'est le Maroc, c'est assez largement le modèle éthiopien, mais qui est en fait un modèle chinois. Il y a des modèles plus privés, donc c'est le modèle Philatex à Madagascar, c'est le modèle globalement du groupe Olam en PPP avec le gouvernement du Gabon, c'est le modèle aussi de Olam Euraise avec le gouvernement togolais. Donc il y a toutes sortes d'arrangements institutionnels. Il y a toutes sortes de tailles aussi. On a des tailles gigantesques. Tangémède, c'est gigantesque. Une coque, ça commence à être assez gros. Madagascar, c'est un peu plus petit. Mais il y a un certain nombre d'ingrédients qui doivent être là. Après, ça prend tout un tas de formes très, très différentes et qui peuvent être aussi réussies les unes que les autres. Mais ce qu'il ne faut pas rater, c'est être au service du client, c'est avoir de la logistique et c'est, au moins au début, se caler sur un véritable avantage comparatif. Cet avantage comparatif, ça peut être soit l'accès à une ressource sur laquelle vous êtes un peu market maker. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont market makers dans le cacao. En tout cas, pendant au moins les 10 ans à venir. La Côte d'Ivoire, s'ils décident d'arrêter d'exporter du cacao, on a un gros problème parce que tous nos enfants vont faire la révolution. Donc la Côte d'Ivoire est market maker sur le cacao. Peut-être demain le sera-t-elle, elle commence à l'être sur l'anacarde. Donc parier sur ces filières, c'est pas se tromper en général. Et d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Sur le Sahel, parier sur la transformation du coton, bon, c'est un petit peu plus acrobatique peut-être, mais en tout cas, on voit qu'il y a vraiment un chemin. Sur Tangémède, l'histoire est un petit peu différente. Ils n'ont pas nécessairement parié sur une matière première, parce que finalement, les matières premières pour faire des voitures au Maroc, il n'y en a pas tellement. En revanche, ils ont parié sur cette proximité géographique, logistique, culturelle, linguistique entre le Maroc et l'Europe, où ils exportent une partie de leurs voitures, et le Maroc et certains pays africains. Donc là, c'est plutôt finalement un accès à de la main-d'œuvre, puisque le nord du Maroc, comme chacun le sait, ayant été un peu laissé sur le chemin pendant ce mouvement de développement du Maroc pour des raisons politiques, il y avait beaucoup de main-d'œuvre inemployée. Et il y avait cette proximité logistique, cette extraordinaire machine logistique qui est Tangémède. Donc le Maroc, c'est plutôt ce modèle-là, c'est moins de la matière première agricole ou minière que cette logistique et cette main-d'œuvre. Le Madagascar, aujourd'hui, ne transforme pas, malheureusement, son propre coton pour produire tout ce textile qui sort de ces usines. Mais demain, ce sera peut-être le cas, et ça serait une bonne chose. Mais ils ne sont pas partis de là. Ils sont partis d'une main-d'œuvre qui est à des coûts très bas et surtout qui est extrêmement productive, en fait. Voilà. Chaque zone économique spéciale, finalement, se cale sur un avantage comparatif qui peut être soit la logistique, soit les ressources naturelles, soit le coût de main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre étant très probablement le moins bon avantage comparatif. Parce que c'est difficile à défendre. Oui. Très bien. Allez-y.
Monsieur ? Bonjour, Mohamed El-Khalif. En fait, je vous remercie tout d'abord pour cette belle présentation. J'aimerais savoir si toute zone franche est une zone économique spéciale ou non. Et si la réponse est oui, j'aimerais attirer l'attention sur une zone franche récemment créée en mon pays, Mauritanie, qui est une zone franche hautement stratégique en termes de lieu géographique, qui sert de trait d'union entre l'Afrique du Nord, l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Elle est à 35 minutes de vol de l'Union européenne et qui s'avère extrêmement importante en termes de capacité. Elle possède des côtes de 700 km sur l'océan Atlantique qui sont hautement riches en richesse halieutique. Et j'aimerais savoir si votre rapport a inclus cette zone dans le rapport plus détaillé ou bien il a passé inaperçu. Merci beaucoup. Alors donc, merci beaucoup, monsieur. Donc, vous faites partie d'un pays qui est très cher au cœur de beaucoup de gens chez Ocan, qui ont beaucoup sillonné votre pays. Je vois dans la salle aussi d'autres personnes qui ne sont pas d'Ocan, mais qui aiment beaucoup la Mauritanie. Donc, vous parlez d'un pays qui est très cher à notre cœur. Donc, vous faites notamment référence à la zone franche de Nouadhibou, la zone économique spéciale de Nouadhibou que nous connaissons bien. Il se trouve que depuis maintenant quasiment 4 ans, on fait sans interruption des missions en Mauritanie, notamment sur des problématiques de logistique portuaire, sur des problématiques de zones économiques spéciales liées à ces zones portuaires, le port de Ndiago, sur lequel on a travaillé pour le ministère de la Pêche. On vient de finir la mission, enfin on est en train de la finir. On a travaillé aussi pour le ministère des hydrocarbures de votre beau pays, sur la création, enfin en tout cas la structuration d'une zone économique spéciale autour d'activités industrialo-portuaires liées aux découvertes de gaz sur Grande Tortue et sur Bir Adla. Donc ça figure dans notre rapport et on n'a pas du tout oublié la Mauritanie, qui est un pays très cher à notre cœur et qui effectivement s'est lancé depuis maintenant une décennie dans le développement de ces zones économiques spéciales avec certains succès et avec certaines difficultés, comme vous le savez bien. J'avais une autre question, là d'ordre un peu plus, on va dire, financière. Ces zones économiques spéciales, typiquement, aujourd'hui, qui sont les principaux investisseurs? Est-ce que c'est uniquement est-ce que c'est plus des fonds d'investissement, des banques? Est-ce que c'est plus dans le cas de Tanger, j'imagine que des groupes automobiles peut-être ont aussi mis la main au pot, parce qu'effectivement, quand on n'a pas de ressources naturelles, quand on n'a pas un produit phare, finalement, là, c'est une plateforme logistique, donc il faut bien des flagship compagnies, ça peut être du PSA, ça peut être du Renault, voilà. Donc, qui sont les principaux investisseurs dans les EDS? Alors, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qu'on est en train de creuser d'ailleurs avec un certain nombre de mes joyeux collègues d'Ocan Partners. On est en train justement d'essayer de creuser un petit peu plus sur ces modèles de financement en dehors de ceux de nos clients que nous connaissons bien. On a travaillé sur, je dirais aujourd'hui, peut-être une demi-douzaine de projets de zones économiques spéciales, certaines qui existent, d'autres qui sont encore dans les cartons. Et donc l'idée, c'était de voir un peu sur, disons, cette quarantaine de zones économiques spéciales qui existent en Afrique, qui sont opérationnels, qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas si bien, qui sont les investisseurs, quels sont les espèces de business models, comment ça fonctionne finalement. Donc là encore, comme je le disais tout à l'heure, il y a des systèmes qui sont assez différents. Je dirais, dans un extrême, on a Tangemed. Finalement, tout est financé à la base par l'État et des démembrements de l'État que peuvent être Tangemed SA, la Caisse des dépôts et de gestion, la CDG locale, etc. On a quelque chose qui est assez public, qui est bien pensé, qui est pensé dans la longue durée, qui est efficace et qui pourtant est quasiment complètement public. Ça, c'est un extrême. Dans cet extrême assez public, on a aussi souvent le modèle éthiopien, qui en fait est un modèle un peu chinois, puisque ce sont des développeurs chinois qui développent ces zones économiques spéciales pour le compte et avec le gouvernement éthiopien. Donc là, ce sont des entreprises finalement plus ou moins publiques chinoises qui développent avec le gouvernement éthiopien. C'est un modèle un peu similaire au modèle marocain, mais un peu décalé, parce que c'est des Chinois qui ont investi en Éthiopie, alors qu'avant, c'était des Marocains qui avaient investi au Maroc. Et complètement de l'autre côté, on a des systèmes complètement privés, avec, par exemple, à Madagascar, un acteur privé qui a du foncier, qui aménage ce foncier, qui crée des entrepôts, des usines, etc., et qui les loue à des façonniers internationaux qui vont faire du Gucci, qui vont faire du jean Trucmuche,
ou qui vont faire des habits de pompiers pour les pompiers de Paris. Donc on a vraiment ces deux systèmes différents. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement aujourd'hui qui s'investissent dans les zones économiques spéciales? Il y a beaucoup d'intérêt, mais aujourd'hui, il n'y a pas encore beaucoup de fonds d'investissement infrastructure ou de fonds d'investissement immobilier, real estate, qui sont investis dans ces zones, à l'exception de zones de relativement petite taille qui font essentiellement de la logistique. Là, on a Actis, on a des gens comme la CDC britannique qui a investi dans un développeur logistique au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Et pour les zones économiques spéciales en tant que telles, aujourd'hui, pas vraiment encore, mais je ne doute pas que dans les prochaines années, il commence à y avoir un certain nombre de modèles gagnants impliquant le privé qui vont faire rentrer des fonds d'investissement. Aujourd'hui, typiquement, à Hancock, on a le African Finance Corporation, qui est un des actionnaires de Hancock, qui est un des actionnaires de ces différentes zones économiques spéciales qui vont se développer en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas vraiment un fonds d'investissement, c'est un bailleur public, mais qui agit comme une forme de fonds d'investissement et qui, à mon avis, va ouvrir la voie à ces fonds d'investissement qui, demain, verront l'intérêt non seulement économique, financier, mais aussi social, l'impact social, environnemental de ces zones. Merci. Monsieur ? Merci beaucoup. Je suis M. Clovis Agossou, je suis du secteur privé béninois. J'ai pris en marche un peu votre communication, mais je n'ai pas entendu le côté formation du secteur public, c'est-à-dire de nos fonctionnaires. Vous savez, s'ils n'ont pas l'idée pour accompagner, c'est ça qui fait le défaut. C'est ça qui fait que ces zones spéciales meurent vite. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui ne pensent pas que c'est le secteur privé qui est productif. Pour le moment, en Afrique, chez nous, les fonctionnaires ils tuent beaucoup les initiatives privées. Dans votre communication, je n'ai pas vu une partie, si vous voulez accompagner, sur cette formation, qu'il faut les former. Le secteur, c'est-à-dire le secteur public, les fonctionnaires dans notre pays, les fonctionnaires et par ricochet, former aussi une bonne partie du secteur privé qui se fait déjà former parce que eux, nous, on veut gagner de l'argent. Donc voilà ce que je ne sais pas si vous avez parlé de cela. Merci, c'était ma préoccupation. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a nombre de pays d'Afrique qui sont représentés aujourd'hui. C'est très réjouissant. On a la RDC, le Bénin, Madagascar. Donc c'est toutes les richesses du continent qui sont là. Ça fait plaisir. La Mauritanie, évidemment, que je n'oublie pas. Non, effectivement, je n'ai pas souligné ce point. Il y a plein d'autres points, d'ailleurs, que je n'ai pas soulignés. Certains qui sont dans notre rapport, d'autres qui sont certainement des oublis. Mais on en gardera pour les années suivantes, parce qu'il faut bien qu'on trouve des idées pour nos rapports des années à venir. Mais effectivement, dans ce partenariat public-privé, il est important, effectivement, que la partie publique ait pleinement conscience des enjeux que représentent ces ZES en termes d'emploi, en termes d'externalités positives que notre ami malgache citait tout à l'heure, qui sont réelles. Et il faut effectivement que cette administration publique se mette au niveau de zones économiques spéciales qui ont certes un objectif de servir le marché local ou sous-régional, mais ont un objectif de servir des marchés internationaux qui sont extrêmement exigeants. Donc effectivement, il faut notamment que les fonctionnaires qui sont directement en relation avec cette ZES, par exemple dans le guichet unique, aient une bonne compréhension de ce qui s'y passe. Et vous avez parfaitement raison. Dernière question peut-être. Ah non, allez-y. Oui, juste une question, RVD Sport et Corridor. Juste une petite question. À lire vos deux précédents rapports et entendre celui-là, on s'aperçoit que est-ce qu'il est possible de créer des ZES dans des pays enclavés? C'est une très bonne question. Il faudrait regarder plus dans le détail, et je dois avouer, même si on est en public, qu'on ne l'a pas vraiment fait. Il faudrait regarder en fait comment fonctionnent les zones économiques spéciales éthiopiennes, parce que c'est quand même un très bon exemple d'un pays qui est très enclavé, malgré cette nouvelle ligne ferroviaire qui a été financée par les Chinois entre Djibouti et la capitale, Addis Abeba. Est-ce que ces zones économiques spéciales fonctionnent? Je n'en sais rien. Mais je dirais qu'elles existent depuis quelques années, donc c'est difficile de tirer un bilan immédiat. Il y a un exemple qui me paraît plus intéressant, qui est un peu l'exemple malgache. Parce que finalement, Madagascar, c'est une île, donc on pourrait dire que ce n'est pas enclavé. En réalité, c'est enclavé dans l'océan Indien. C'est assez mal desservi d'un point de vue de la logistique, puisqu'en fait, les lignes ne touchent pas directement Madagascar. Avant de toucher Madagascar,
elle touche Maurice ou elle touche la Réunion. Donc, d'un point de vue logistique, Madagascar, ce n'est pas extraordinaire. Dernier point, ces zones économiques spéciales sont situées à Tananarive, qui finalement, tout en n'étant pas très très loin des côtes, sont des hauts plateaux assez enclavés. Et pourtant, on se rend compte que cette industrie manufacturière, cette industrie textile, qui est sur un secteur qui est extrêmement compétitif au niveau mondial, réussit à exporter de façon massive, réussit à créer des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Donc la réponse, c'est la plupart du temps, ça paraît potentiellement compliqué, mais en réalité, il y a un certain nombre de pays qui ont réussi à le faire avec un certain succès. Pourquoi demain, est-ce qu'il n'y aurait pas au Soudan une grosse industrie autour du cuir? Il y a du bétail, il y a beaucoup de bétail, donc il y a du cuir. Pourquoi est-ce que demain, il ne deviendrait pas le roi de l'exportation de cuir? Peut-être que ça arrivera demain. Pourquoi demain, le Burkina Faso ne deviendrait pas un pays, peut-être pas capital dans le monde entier, mais capital en Afrique, sur la transformation du textile? Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso produit beaucoup de coton. Donc c'est un pays enclavé, mais on a accès à une ressource compétitive, bio, on a de la main-d'œuvre, on peut avoir potentiellement un gouvernement qui se met en place une politique publique, qui s'y tient, et on aurait un pays enclavé qui pourrait exporter au niveau international et exporter au niveau sous-régional et écouler ses produits sur son marché. Oui, en fait, pour continuer un peu dans cette lancée, effectivement, Madagascar, dans ce domaine, a vraiment un potentiel. Je pense que facilement, des études ont été faites, on peut tripler aujourd'hui le nombre de zones économiques spécifiques textiles, compte tenu de la qualité de main-d'œuvre, et malgré les difficultés, parce que des difficultés, il y en a, on parlait d'énergie, on parlait de routes, etc., etc. Donc, malgré tout ça, ça reste vraiment le premier gisement de potentialité, de création d'emplois en tout cas. Et c'est là que je vais rebondir par rapport à la remarque de mon collègue sur l'idée de faire en sorte qu'une des priorités serait, entre guillemets, les ressources devises. En fait, la réussite pour Madagascar, c'est que ce n'était pas la priorité, les devises. La seule priorité, c'était création d'emplois. Il fallait que, certes, l'exportation permettait de faire venir des devises, mais finalement, la part de cette... parce que la valeur ajoutée est quand même exportée, à part les salaires, je dis bien, tout le reste est quand même exporté à l'extérieur. Et les propriétaires de ces entreprises avaient leur filiale ou leur maison mère à l'extérieur. Et donc, il y avait un transfert clair. Mais la politique publique était de dire, OK, on comprend tout ça, mais on veut des emplois. Et donc, à partir du moment où on a un vrai objectif simple, clarifié, etc., là, ça devient beaucoup plus facile à gérer et à mettre en place. Et effectivement, pour moi, mais là, je suis en tant que citoyen, c'est vraiment la création d'emplois, pour moi, qui est la plus importante, et les externalités positives qui vont avec. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, quand on discute avec des clients publics africains, des ministres pour lesquels on peut réaliser un certain nombre de mandats et de missions, c'est vraiment le souci numéro un. Bon, non seulement parce qu'ils sont bien intentionnés, qu'ils veulent le bien de leur peuple, mais aussi parce que, comme chacun le sait très bien, c'est quand même une bombe à retardement assez massive que de voir ces dizaines de millions de jeunes qui arrivent, formés ou non formés sur le marché du travail et qui ne trouvent pas de travail. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une problématique de politique publique extrêmement majeure que de créer de l'emploi. Et ces zones économiques spéciales, comme on a pu le voir évidemment en Chine, mais aussi au Vietnam, etc., sont finalement une formidable source de création d'emplois qualifiés. Et donc, c'est vraiment des outils, s'ils sont bien développés, qui sont tout à fait efficaces pour les différents pays africains avec lesquels on peut travailler et dont vous êtes les ressortissants. Je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, je ne sais pas trop quelle heure il est, parce que je n'ai pas de montre, je suis confus. Nous avons dépassé le temps. Bien, écoutez, donc il me reste juste à vous remercier, donc à vous annoncer ce magnifique rapport qui sortira d'ici une dizaine de jours, j'espère avant. N'hésitez pas à le compulser, à nous écrire, à nous faire part de vos critiques constructives aussi. Merci infiniment d'avoir été avec nous pour cette heure au
Paris Infra Week. Très heureux d'avoir pu échanger avec vous. Merci beaucoup.